rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Maximilien Gombe, bonjour. Bonjour Bruno. Oui, alors merci de nous accorder cet entretien. Comment va le REDAC? Le REDAC va très bien. Malgré les soubresauts, mais je vais vous dire, le REDAC va très bien. Pourquoi je le dis? Parce que le REDAC couvre 8 pays de l'Afrique centrale. Donc ce n'est qu'au siège du REDAC que nous avons un problème qui pour nous est terminé parce que le ministre de l'Administration territoriale a suspendu le REDAC, comme on l'a dit, contre toute attente à 3 mois. Et depuis le 6 mars, la suspension devrait en principe être levée. Et pour nous, elle est levée. Ce qui reste, c'est qu'ils viennent déceler les bureaux du REDAC. Donc, voilà. Donc, ce que vous attendez aujourd'hui du ministre de l'Administration territoriale à travers ses représentants locaux, c'est de venir déceler le bureau du REDAC. Oui. Le bureau du REDAC, c'est quand même un domicile privé. C'est un loyer qui est payé. Et là-dedans, on logeait quelqu'un comme un gardien qui erre aujourd'hui dans la nature. Tout le travail du REDAC est là-dedans, avec tout ce que vous connaissez comme intempéries, n'est-ce pas, au niveau du pays. Donc, je pense que s'il y avait une peine, on l'a tranquillement observé. Il est de bon ton, même pour l'apaisement aujourd'hui au niveau du Cameroun et même au niveau de l'Afrique centrale. Et en même temps, n'est-ce pas, au niveau international, c'est-à-dire qu'au niveau des Nations Unies et de l'Union européenne, que le ministre et ses collaborateurs, n'est-ce pas, disent le droit. Voilà. Ils ont dit le REDAC est suspendu pour 3 mois. Nous avons laissé pour 3 mois. Il faudrait qu'ils démontrent au niveau de la communauté internationale que le Cameroun respecte, n'est-ce pas, ses propres droits et respecte aussi, n'est-ce pas, tout ce qu'il peut prendre comme décision à travers, n'est-ce pas, nos institutions. Donc voilà. Alors pendant 3 mois, le REDAC a été suspendu. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? C'est beaucoup quand même, hein, 3 mois. Oui, pendant tout ce temps, le REDAC travaillait dans d'autres pays. Donc par exemple là, nous avons reçu l'accréditation, n'est-ce pas, au niveau du Gabon pour venir observer l'élection présidentielle. Nous étions au Tchad, n'est-ce pas, on avait une activité qu'on a faite au Tchad. Nous avons travaillé en RCA où on a pu obtenir, n'est-ce pas, la loi qui a été, la loi sur la protection des défenseurs qui a été adoptée, n'est-ce pas, et promulguée par le président de la République. Donc ce n'est qu'au Cameroun, d'ailleurs c'est ce que la suspension disait, que nous étions suspendus pour toute activité au Cameroun. Donc, au Cameroun, nous avons respecté. Parce nous sommes pour le respect des institutions, même si nous ne sommes pas d'accord de la manière dont ça s'est fait. Parce qu'il faut le dire clairement, nous sommes dans un état de droit. Il y a des règles d'un état de droit. Une association, bien que nous ne nous reprochions de rien, mais s'il y a des choses que l'administration peut nous reprocher, il y a des canaux. Il peut, à travers le préfet, nous faire
même une notification pour nous dire nous avons remarqué ceci, cela. Est-ce que vous pouvez venir vous expliquer? C'est volontiers qu'on serait venu nous expliquer. Nous n'avons pas vu cela, même un coup de fil, nous n'avons pas reçu. Nous avons découvert sur les réseaux sociaux un samedi que nous étions suspendus. C'était avec des motifs qui étaient des motifs entre guillemets graves dont nous ne nous reprochons nullement. Alors justement, revenons sur les motifs de la suspension du REDAC. Le ministre de l'administration territoriale vous accuse pêle-mêle de financement illégal, de blanchiment d'argent. Il y a tellement de chefs d'accusation qui pleuvent contre vous. Est-ce que vous avez vu tout ça venir? Comment on pouvait voir tout ça venir? Est-ce que nous pouvons lire dans la boule de cristal? Nous menons des activités au Cameroun. Le siège du REDAC est au Cameroun depuis 2010. Depuis 2010. Et nous avons travaillé avec de nombreux ministres de l'administration territoriale, y compris de nombreux ministres de la Justice et d'autres personnalités. Et c'est avec beaucoup de joie que nous travaillons avec eux. Je vais vous dire, nous avons par exemple organisé les dialogues intercommunautaires et c'est les gouverneurs, par exemple de l'Ouest, de l'extrême Nord et autres qui ont envoyé. Le gouverneur de l'Ouest a envoyé le représentant du préfet, c'est eux qui prenaient la parole. Les vidéos sont là aujourd'hui pour dire qu'il faudrait qu'on multiplie ce genre de travail. Nous sommes allés à l'extrême Nord. Le gouverneur de l'extrême Nord, il était avec nous. Il a même fait appeler les journalistes pour que je parle, pour que je dise exactement ce qui était. Nous sommes allés à l'Est, donc nous avions une certaine complicité dans ce travail-là. Le gouverneur du littoral, je vais vous dire, avant cette suspension, nous avons fait une grande activité pour commémorer les femmes défenseurs. C'était, je crois, un mois juste avant, en novembre. Il y avait le gouverneur qui a envoyé ses représentants, il y avait le consul général de France lui-même qui s'est déplacé, et il y avait la Commission nationale des droits de l'homme, il y avait les Nations Unies qui ont ouvert, n'est-ce pas, cette activité. Je vous dis, c'était en novembre, autour du 28 novembre. Comment nous pouvions voir ça venir alors que nous sommes, n'est-ce pas, en train de travailler ensemble avec toutes les autorités dont nous n'avons pas vu ça venir, et jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons rien. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui, à votre avis, a pu énerver Atanga Nji pour qu'il décide de poser des scellés sur les bureaux du REDAC? Je voudrais d'abord dire que nous ne sommes pas les seuls. Il y a Reach Out qui a été aussi suspendu et dont les locaux ont été aussi scellés. Il y a d'autres fondations avec lesquelles on n'a pas de relation, mais qui ont été aussi scellées. Absolument. Je ne peux pas dire que monsieur le ministre a été énervé. Je peux peut-être dire, soit il a eu des mauvaises informations, parce que ça arrive dans leur bureau, soit il a eu des mauvais rapports. Ce que nous savons, c'est que nous avons quand même travaillé avec les Nations Unies. Le REDAC à cette période-là, travaillé avec les Nations Unies sur le rapport sur la torture, et il y avait beaucoup de cas de torture en ce moment. Je ne pense pas que c'est du ressort du ministre de l'administration territoriale de s'énerver si nous avons fait des rapports alternatifs sur la torture. C'est peut-être le ministre de la Justice qui allait nous dire vraiment là vous avez exagéré, ou le ministre des Relations extérieures. Donc, honnêtement, je ne peux pas vous expliquer, mais tout le monde sait aussi que le ministre de l'administration territoriale a son caractère, et c'est aussi pour cela que très souvent, quand il réagit, peut-être après coup, il se rend probablement compte que ce que j'ai fait, peut-être je n'avais pas fait, mais ce n'est pas facile pour un homme d'État de revenir dire je n'ai pas bien fait. Bon, nous espérons que soit il a eu des mauvais rapports, soit il a eu des mauvais conseillers, soit il ne peut pas être autre chose que cela. Puisque après, il nous a demandé de envoyer les rapports. Parce qu'à une conférence de presse, nous avons envoyé les rapports. Nous ne sommes pas là pour... S'il nous avait dit avant, même de sortir sous ces subventions, sous ces suspensions, que amenez-moi vos rapports,
et vos partenaires, nous l'avons fait volontiers. La preuve, nous avons fait ça. Nous sommes allés déposer en disant que voilà ce que nous avons reçu depuis. Et donc les chiffres que vous avancez là, même en 10 ans, le REDAC n'a même pas eu même le 1/10 de tout ce que vous avancez. Donc ce n'est pas la peine. Si ce n'est que cela, vous savez très bien que vous n'allez, quel que soit là où nous partirons et qu'on déposera, n'est-ce pas, nos rapports, il n'y aura pas de tout ce que vous dites là. La deuxième chose, c'est que les partenaires que nous financent sont connus. Ce sont des partenaires qui sont aussi les amis du pays du Cameroun, tels que le gouvernement canadien, tels que la National Endowment for Democracy, tels que les Nations Unies. Je vais vous dire, ce qui a été un peu plus choquant, c'est que le 10 décembre, nous devons avoir une grande activité avec les fonds des Nations Unies. Et je vais vous dire, Bruno, permettez-moi, pour obtenir les fonds des Nations Unies, pour une organisation obtienne les fonds des Nations Unies, il y a toute une enquête qui est faite autour de l'organisation et autour de ses dirigeants. Parce qu'elles ne veulent pas être mêlées à une organisation soit politique, soit qui a des rapports avec même le politique, avec même un peu sur les questions du terrorisme, un peu même sur des questions. Donc tout est scruté au plus profond, y compris pour tout ce qui est comme dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font dans la nature? On scrute tout. Donc, obtenir ces fonds, c'est une gymnastique périlleuse. Donc, dès que vous les avez obtenus, vous êtes même protégés. Vous êtes supposés protégés. Et c'est ça qui est un peu étonnant au Cameroun, qu'une association comme le REDAC, ils ne sont pas trois qui obtiennent ce genre de fonds. Donc, quand vous avez ce genre de fonds, au contraire, vous êtes plutôt protégés. Oui. Vous n'êtes pas exposés. Et la brutalité avec laquelle ça s'est fait alors que c'est le 10 que nous organisions, n'est-ce pas, à Yaoundé, la commémoration, le 10 décembre, la commémoration de la journée internationale, n'est-ce pas, des droits de l'homme, avec tout ce monde-là, c'est quand même aussi une tache d'huile. C'est une petite tache noire, contre le Cameroun. Il faut qu'on note cela. Le Cameroun est un membre des Nations Unies, membre à part égale. D'ailleurs, nous avons fait une diplomatie telle qu'aujourd'hui, nous avons un Camerounais qui est président, n'est-ce pas, du Conseil des droits de l'homme. Donc, nous avons reçu ce mandat-là. Comment on peut, n'est-ce pas, faire à ce que, on peut même à la limite humilier les Nations Unies comme ça en brutalisant une association qui n'a absolument rien fait. La deuxième chose, le Cameroun est membre, est partie prenante, est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président du conseil d'administration du REDAC est quand même le président de la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc cela veut dire, avant de s'engager pour accepter d'être le président du conseil d'administration, il a regardé tous les contours parce qu'il gère quand même 54 pays de l'Afrique et il ne peut pas s'engager, n'est-ce pas, dans une association comme premier responsable, une association qui, entre parenthèses, on lui attribue tout ce qui est, sauf ce qui est du bien. Donc, je voulais un peu, n'est-ce pas, vous en parler. Alors, au-delà de la question de votre rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, qui semble avoir énervé le ministre de l'administration territoriale, des questions financières, parce qu'il se dit au ministère de l'administration territoriale que le REDAC a plein d'argent, on parle de près de 16 milliards et tout. Est-ce que l'approche de la présidentielle de 2025 n'est pas une autre raison qui peut justifier l'ire du ministre de l'administration territoriale? D'abord, sur les 16 milliards, je voudrais d'abord vous dire qu'il n'a pas dit que c'est le REDAC. Je voudrais d'abord dire qu'il n'a pas dit que c'est le REDAC seul, sauf qu'il a usé de ne pas donner la quote-part de chacun. On aurait voulu, parce qu'il dit qu'il a les chiffres, il dit qu'il a tout. Donc, il aurait fallu qu'il donnât à chacun
Bon, le rédac, voilà sa part. Oui. L'autre, parce qu'on est cinq qui avaient été suspendus. Donc il a dit, tout ce monde-là a eu 16 Même en divisant milliards. 16 milliards par 5, ça reste beaucoup quand même. Ça reste beaucoup. Oui. Mais c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il a reçu nos rapports, oui. nous étions dans l'attente que le ministre allait faire une autre sortie pour dire, OK, j'ai reçu les rapports de tout le monde, je viens vous dire, cette association, voilà, ça ne coûte pas depuis 10 ans. Celle-ci, voilà. Et comme ça, redire des choses, replacer des choses pour que les Camerounais et les Camerounaises sachent de quoi il est question. Je vous réitère qu'en 10 ans, le rédac n'a pas eu un dixième, je ne parle même pas de 16 milliards. Parce que vraiment, j'ai tremblé quand j'ai vu ça. Le 1 dixième même de 3 milliards, je ne sais pas, en 10 ans, alors que nous avons 8 pays de l'Afrique centrale. Vous pouvez aller dans notre site, les documents sont là-bas. C'est transparent. Donc ce n'est pas alors, une histoire. Et maintenant, l'approche de la présidentielle, effectivement, je pense que, et là je ne veux pas faire dans la langue, je pense que le REDAC, c'est une organisation solide qui a observé les élections, par exemple, au Tchad, et qui a donné son avis. Donc, formé avant, pendant et après, et qui a sorti des rapports. Qui a observé la présidentielle en 2018 au Cameroun, et qui a sorti son rapport. Qui a observé les élections en RCA, et donc je pense qu'ils sont au courant de tout cela. Et qu'ils savent que les rapports du REDAC sur l'observation des élections, ces rapports qui sont neutres, et qui ne touchent que sur les cas de violation des droits humains. Parce que nous ne sommes pas là pour dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, mais nous sommes là pour, n'est-ce pas, monitorer tous les cas de violation des droits humains et nous dressons, n'est-ce pas, le tableau, les indicateurs et tout ce que cela comporte. Donc je pense que ce qui effraie, c'est qu'il faut peut-être, avec tout ce que les enjeux que cette élection aujourd'hui, n'est-ce pas, comporte au niveau du pays, et tout le monde le sent avec toutes les tensions. Et je pense que le REDAC, c'est une association, un réseau fort qui devrait être, n'est-ce pas, muselé en attendant que les choses se passent bien. C'est de bonne guerre, mais sauf qu'on ne peut pas museler une association parce que l'association est non partisane, apolitique et s'associe et laïque. Et donc, dans un espace démocratique, dans un état de l'état de droit, l'association, c'est le pont entre le gouvernement et les populations. Et dans notre rôle, n'est-ce pas, de faire respecter, par exemple, la charte africaine de la démocratie, n'est-ce pas, des élections et de la gouvernance, nous sommes en droit, puisque nous avons un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme, et donc tous les instruments de l'Union africaine, nous sommes là pour demander aux États de les respecter, surtout en matière de la démocratie, des élections, de la gouvernance. Donc je pense que l'une des choses, c'est qu'on savait que le REDAC allait porter surtout cet instrument-là et demander à ce que ça soit respecté. Et comme on sait que de plus en plus il y a les contestations et que ça devrait ne pas être respecté, nous allions peut-être demander à ce que le Cameroun, l'État du Cameroun, les signataires de la charte répondent. Est-ce que malgré ça, le REDAC va quand même participer au contrôle du processus électoral dans le cadre de la présidentielle de 2025? Oui, nous allons participer. Je dis et je répète, pour nous, depuis le 6, le REDAC a repris c'est l'aide de noblesse. La seule chose qui reste, c'est qu'il nous ouvre nos bureaux pour que nous soyons dans le confort du travail. Nous n'avons plus un problème avec l'administration territoriale. Nous avons respecté tout ce qu'il a demandé, déposer les rapports, attendre 3 mois. Nous avons tout fait et nous ne sommes pas allés dans les télévisions pour faire le bras de fer. Donc, ils doivent respecter aussi notre droit de dire, depuis le 6, nous sommes redevenus
normal et nous allons travailler. Et la seule chose, c'est qu'eux, ils nous ouvrent nous. Est-ce que depuis que cette affaire a commencé, vous avez pu discuter en personne avec Atanganji? Non. J'ai essayé de vouloir discuter avec le directeur, son directeur, mais bon, je pense que tous ont dit que c'est le ministre qui pilote ce dossier. Oui. Voilà. Et le ministre lui-même, il ne vous a pas parlé? Non. Est-ce que vous avez essayé de lui parler? Non. Pourquoi vous avez peur de Atanganji? Non, du tout. Non, du tout. Parce que pour parler avec la personne, il faut d'abord comprendre. Oui. J'avoue, on avoue qu'on n'a pas compris cette sortie. Hein, on n'a pas compris, on a voulu comprendre, mais par personne interposée, on a voulu leur parler. On lui a fait, quand on a déposé notre rapport, nous avons demandé que nous sommes disposés pour une audience. Il n'a pas répondu. Donc, je pense que il n'y a pas de raison qu'on ne se parle pas, et c'est ce qu'on lui a dit dans la lettre, que nous sommes disposés à ce qu'il y ait comment on appelle ça, un dialogue, même informel, quitte à ce qu'ils envoient, s'il ne peut pas, qu'il envoie ses collaborateurs au bureau pour qu'on discute, pour qu'on mette au clair ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'a pas répondu. Et nous n'allons pas non plus vraiment forcer la main. Peut-être son calendrier est trop chargé. Et bon, mais nous disons, nous sommes dans un état de droit. Il faut que l'état de droit soit toujours respecté, que les institutions, n'est-ce pas, soient des institutions pour toutes et tous, et qu'on n'ait pas peur lorsqu'on est en train de travailler, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, des droits de l'homme, pour les libertés fondamentales, même comme pour les journalistes. Depuis un moment, le Cameroun fait peur aux journalistes, aux opposants, aux organisations de la société civile à travers le ministre. Et je vais vous dire, toutes les organisations ont peur. Ils m'appellent là tout le temps, et d'autres ne sont pas prêtes à dire des choses parce que tout le monde a peur. Personne ne sait ce qui va se passer demain, et il fait appeler pour dire que... Donc je dis et je répète, nous ne pouvons pas travailler dans un climat de peur comme ça, parce que c'est le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, qui avait dit nul n'a plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions. Oui. Comment ça peut se faire aujourd'hui que tout le monde doit prendre le maquis pour exprimer ses opinions? Il a ajouté je voudrais qu'on garde de moi quelqu'un qui a apporté la démocratie, qui a apporté quelqu'un qui respecte les droits de l'homme. C'est pour cela que nous l'accompagnons dans ce qu'il a dit. Notre travail, c'est d'accompagner l'État dans son service régalien, qui est le respect des droits de l'homme, la démocratie et la paix. Lui-même, il a aussi dit, je suis mendiant de la paix. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit que nous ne faisons pas? Nous faisons exactement ce que le président a dit. Et donc, les ministres du président doivent plutôt accompagner ce qu'il fait, ce que le président, n'est-ce pas, a dit. Parce que c'est lui qui incarne les institutions, c'est à lui qu'on a donné un mandat électif, et bientôt, on va avoir un autre mandat électif. Si on est pourchassé comme des rats, comme ça, qui est-ce qui va, n'est-ce pas, redonner un mandat électif? Alors, dans ce combat, vous étiez avec Maître Alice Nkom. Comment va Maître Alice Nkom? Je crois qu'elle va bien. Oui. Maître Alice Nkom a fêté ses 80 ans dans un tourbillon. Oui. Mais elle va très bien. C'est une femme très courageuse. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas simple, hein, parce que c'est elle qui est quand même allée briser les scellés du ministre Atanganji. Alors, quand vous en avez discuté avec elle après, comment elle explique l'acte qu'elle a posé? Mais elle a expliqué ça à Mondo Visio. Hein. Oui. Je n'étais pas là. Elle a dit. Elle a cité, je crois, dans la vidéo qui passait, l'article 197, où elle a dit, elle est en train de
déceler les scellés illégalement opposés, parce que l'article dit les scellés légalement opposés. Donc, je pense que c'est l'avocate, c'est quand même la première avocate du Cameroun. Elle est outillée quand elle dit, quand elle pose un acte. Je pense qu'elle sait, parce qu'elle connaît le droit. On ne peut pas lui enlever cela. On peut tout enlever ou mettre à discours, sauf le droit. Donc, je ne pense pas que, je ne suis pas dans son esprit, mais je ne pense pas qu'elle ait fait ça pour défier, mais elle a fait ça parce que dans sa tête, il va falloir de plus en plus que ceux qui nous gouvernent respectent la loi. Je pense que c'était son message. Ce n'était pas une quelconque défiance, mais c'était que les violations des droits s'intensifient dans une impunité. Et peut-être qu'elle qui connaît le droit, elle agit en disant vraiment, il faut que vous arrêtez, n'est-ce pas, de violer constamment les droits. Oui. Alors, nous allons poursuivre cet entretien qui va bientôt arriver à son thème, Maximilienne Ngombe, mais parlons un peu de vous, parce que on vous voit, vous êtes une grande activiste des droits de l'homme, vous êtes un peu partout, mais on sait très peu de choses de vous. Alors, depuis combien de temps êtes-vous au REDAC, par exemple? Le REDAC, depuis 2007, le REDAC a été créé en 2007. Et moi, j'ai été 3 ans chargée, n'est-ce pas, secrétaire chargée du plaidoyer. J'ai fait le monde entier pour faire connaître le REDAC. Et le premier bureau du REDAC, c'était à Bukavu, en RDC. Et donc, le coordinateur du REDAC à l'époque, c'était un juge qui s'appelait... son nom est parti, mais je vais revenir. C'était un juge qui était de la RDC. Donc, on avait le bureau en RDC. Donc, c'est en 2010 que le juge, on a dit que ça risque d'être un conflit d'intérêts. Un juge ne peut pas être président, coordinateur. Un juge peut être président du conseil d'administration, mais pas coordinateur, c'est-à-dire que qui est comme le secrétariat permanent, qui gère les actions au quotidien. Donc c'est comme ça que nous avons fait une assemblée générale extraordinaire au Congo-Brazzaville. Je n'étais vraiment pas pressentie, parce que j'avais clairement dit que j'apprends encore. Je suis activiste depuis plus de 30 ans, mais ce n'était pas sur ces questions-là. Et je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui est humble. Donc, au Congo-Brazzaville, tout le monde qui est venu à cette réunion, y compris ceux qui donnaient un peu d'argent, et je voudrais dire que le REDAC a été créé par les Nations Unies, qui ont adopté en 1998 une déclaration sur la protection des défenseurs, donc appelée aujourd'hui déclaration sur les défenseurs des droits humains. C'est en décembre 1998, vous pouvez aller regarder cela. C'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il faudrait que, au lieu qu'il y ait une organisation, il faut qu'on crée des réseaux au niveau du continent pour que ces réseaux portent la voix de chaque sous-région. Donc, en réalité, il y a 5 réseaux de ces défenseurs. Il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique du Nord et il y a l'Afrique centrale. Donc, ce n'est pas une invention du REDAC. Et ces 5 réseaux, n'est-ce pas, forment ce qu'on appelle le réseau panafricain. Donc, c'est à Congo-Brazzaville qu'on me met devant les faits accomplis, que c'est moi qui dois devenir directrice exécutive. Malgré mes réticences, à l'unanimité, j'ai été élue. Mais je ne recule jamais devant les responsabilités qu'on me donne, surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de s'occuper de ceux qui souffrent. Et c'est comme ça que j'ai quand même demandé que pour que nous puissions avoir un REDAC un peu plus solide, je ne peux pas aller m'installer à Bukavu. On n'avait pas de fonds. On n'avait pas de fonds, Bruno. On avait, je crois, 3 millions de francs CFA. Je ne peux pas aller à Bukavu avec ça. Donc, on a convenu qu'il faudrait, n'est-ce pas, amener le REDAC
au Cameroun où j'étais, parce qu'à l'époque, j'avais un boulot, je travaillais. Donc, je mettais de mon argent pour le REDAC. Donc, c'est comme ça que je suis au REDAC, avec des jeunes que j'ai pu prendre, avec Maître Alice comme qui a accepté de venir, n'est-ce pas, la première PCA, parce que c'est elle qui accepte, parce que c'était pas évident, il n'y avait rien. Donc, elle prenait son argent de son cabinet, je prenais de l'argent que je gagnais, je travaillais chez monsieur Moulela, paix à son âme, il était expert en douane, et donc elle avait créé un cabinet d'expertise en douane. Donc, c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de personnalités, comme les Siaka, les Mutu, beaucoup de personnalités qui, après, ont commencé à nous aider un peu pour le REDAC. Voilà, donc, voilà comment le REDAC, on a commencé à travailler. Mais je dis et je répète, on a eu de très bonnes relations. Le siège du REDAC au Cameroun a eu de très bonnes relations avec les autorités, jusqu'à se passer 10 ans de bonnes relations. Alors, Maximilien Ngombe, vous êtes effectivement dans l'activisme des droits de l'homme depuis très très longtemps. Vous avez été dans le combat depuis les années 90 aujourd'hui. Quand vous faites un regard derrière vous, quelle est la chose qui vous rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est l'accompagnement que j'ai pu, n'est-ce pas, en tant que d'abord moi, que j'ai pu apporter à ceux qui étaient dans la détresse. Lorsque je vois que ces jeunes-là, qui étaient pratiquement broyés, ont repris aujourd'hui, n'est-ce pas, un sens de la vie, je suis très fière. La deuxième chose qui me rend fière, c'est les encouragements que je reçois de tout, y compris, n'est-ce pas, de certaines autorités dans toute l'Afrique centrale. Ça me rend fière. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé pour rien. Et la quatrième chose, c'est l'espoir. J'ai l'espoir que la formation que nous avons donnée aux jeunes, que la cohésion sociale que nous avons, n'est-ce pas, injectée à travers les clubs de paix, que les dialogues intercommunautaires qui ont, n'est-ce pas, donné un certain apaisement au niveau de la communauté, je suis fière et nous sommes fiers que cela soit quelque chose que nous avons apporté. Et la dernière, c'est aussi ces jeunes-là que j'ai pu, les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé depuis au moins 10 ans, qui sont toujours là et qui ont permis à ce que tout cela soit fait. Et en même temps, j'ai pu réduire le chômage en leur donnant un peu un sourire, même si ce n'est pas grand-chose, mais ce sourire qui les fait partir le matin pour venir travailler et puis ils s'occupent de leurs nombreuses familles. Et enfin, tous ceux qui nous accompagnent au niveau du conseil d'administration, je suis très fière parce que pour que quelqu'un vienne pour dire le combat que tu mènes, je voudrais en faire partie, nous allons t'accompagner pour être un parapluie. Donc je rends hommage au conseil d'administration du REDAC aujourd'hui. Je commence par le professeur Rémi Lumbu. Je ne vais pas laisser le sénateur Ngayab, Maître Alice Com, à qui nous tous nous rendons un vibrant hommage. Et ceux qui sont, par exemple, au Gabon, Maître Marc Ona, Maître Begba, et tous ceux qui sont en RDC, qui sont en Mbambé, et qui sont des voix de sans-voix, je leur rends hommage. Parce qu'il fallait le faire, parce qu'on a commencé sans rien. Je rends hommage à quelqu'un comme M. Kamgan Lil, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et on n'a rien fait. On a juste dit, cette organisation mérite d'être accompagnée et je leur rends hommage parce que nous sommes bien accompagnés. Et pourquoi pas ceux qui nous accompagnent dans ce travail qui sont nos partenaires, que je ne citerai, je ne peux pas citer tous les noms, qui croient à nous et qui croient à ce que nous sommes dans la planète et que nous devons nous entraider pour
que vivent, n'est-ce pas, la paix, les droits de l'homme, la cohésion sociale. Alors, vous l'avez reconnu tout à l'heure, les contre-pouvoirs au Cameroun sont en difficulté ces derniers temps. Les opposants, les vrais, sont pourchassés. La société civile est en difficulté. Les syndicats, la presse, celle qui se veut véritablement indépendante et tout. Est-ce que face à autant de brutalité, de violence, d'attaques, il vous est arrivé à un moment donné de vouloir tout lâcher? Oui, je ne peux pas vous mentir. Et qu'est-ce qui vous a retenu? C'est... À chaque jour, c'est comme si je n'avais pas terminé. Plus, il y a des moments où on a l'impression que nous avons fait des choses et que c'est le moment maintenant de dire à certains, maintenant, vous pouvez continuer parce qu'on... Mais après, on recommence à zéro. Mais je vais vous dire, chaque jour de ma vie, quand je me lève, je dis, c'est bon là aujourd'hui. Je ne peux pas vous mentir. Surtout dans des conditions difficiles, je dis, c'est bon. Mais chaque jour aussi, je me lève avec un certain courage pour dire, mais pourquoi c'est bon aujourd'hui? Ça sera bon lorsque nous ne prendrons plus le maquis pour nous exprimer. Ça sera bon lorsque nous ne nous regardions plus jamais en chien de faïence. Ça sera bon quand nous allons nous réconcilier nous-mêmes et que nous allons faire, n'est-ce pas, une Afrique centrale, n'est-ce pas, où le bien-être est pour tout le monde, les richesses sont mieux partagées, les droits de l'homme sont respectés. Peut-être, en ce moment, je dirais, comme quelqu'un comme le président de Nelson Mandela, après un mandat, il a dit c'est bon. Donc, parce qu'il a vu l'espoir, il a vu quelque chose qui a été sémé. Pour le moment, la lutte est encore rude, mais je confesse que c'est lassant, c'est décourageant de temps en temps, et il y a des moments comme ça. Et depuis un moment, je suis un peu découragée de cette violence que je vois autour de tout ce monde-là qui ne veut que le bien-être, le développement, la paix durable. Et je me pose toujours des questions. Pourquoi les autres qui sont en face ne voient pas que, en réalité, ce que les autres veulent, c'est que nous mettons ensemble notre synergie d'action pour que les jeunes générations, n'est-ce pas, soient aussi un peu ce que eux ils ont eu, ou bien ce que nous avons eu, parce qu'il y a certains qui ont eu des bourses, il y a certains qui ont eu de l'ascendance. Pourquoi ne pas aussi laisser les autres jeunes générations dans un pays où ils sont libres, ils peuvent aller et revenir, et qu'ils ne soient pas des personnes tout le temps en train de partir. Oui. Le pays se vide. Le pays ne se vide pas seulement parce qu'il y a des problèmes économiques. Le pays se vide aussi parce que c'est cette chasse à l'homme, toute cette peur qui a été mise en place, qui fait que le pays se vide. Et c'est avec les larmes aux yeux que je veux dire, je m'adresse, n'est-ce pas, au gouvernement actuel du Cameroun, que regardez même un peu au niveau de l'Afrique, je prends seulement l'Afrique centrale, allez regarder en RCA, allez regarder au Tchad, allez regarder même au Gabon. Tout le monde va vers l'apaisement. Tout le monde va vers l'apaisement. Qu'est-ce qui bloque pour que le Cameroun, qui a toutes les richesses humaines, les ressources humaines, les richesses naturelles, pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Et je leur dis, et je leur répète, aujourd'hui, plus que hier, plus que demain, la jeune génération a besoin qu'on leur donne des repères, les repères pour qu'ils soient aussi écoutés, sans avoir peur, qu'ils donnent leur point de vue, sans avoir peur, et que même s'ils disent des bêtises, mais que ces bêtises ne soient pas transformées, n'est-ce pas, à une chasse aux sorcières ou à l'homme. Le tribunal militaire, on peut se passer du tribunal militaire. La justice, je viens encore de voir la justice par rapport à un féminicide, mais ça fait peur. Parce que, effectivement, lorsque tu es devant la justice, si tu es un opposant, tu ne sais pas trop par quel appel
par quelle alchimie tu vas t'en sortir. Ça peut commencer par une petite, en te disant oui c'est bon, le magistrat va dire le droit, mais tu ne sais pas qui va appeler. Il faut que le gouvernement lâche du lest et qu'il sache que le pays nous appartient tous, je dis bien tous, et que nous avons le devoir et même l'obligation tous de faire avancer ce pays pour le bien-être, pour une paix durable et pour la répartition équitable des richesses. Vous avez un tout petit peu anticipé sur ma dernière question. Je m'apprêtais à vous demander quel est le message que vous souhaiteriez adresser au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, qui vous dérange beaucoup, et quel est le message que vous souhaitez adresser en fin de compte aux Camerounais. Alors, commençons par Atanga Ndji. D'abord, je ne voudrais pas parler d'Atanga Ndji en tant qu'individu. Oui. Parce qu'il y a le Premier ministre. Donc, c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Oui. Donc, ce sont ses ministres. Moi, je voudrais dire au Premier ministre qu'il faudrait qu'il écoute les pleurs de tous les acteurs camerounais, les acteurs politiques, de la société civile, les syndicats, les églises, tout le monde, tous les chefs traditionnels par rapport, n'est-ce pas, à ce ministère. Et qu'il y ait une certaine remise, une mise au point d'abord, et aussi un avertissement pour lui dire ce n'est pas normal parce que c'est la cohésion sociale que vous êtes en train de mettre en mal. Je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un message fort que nous lui adressons parce que c'est lui qui est chef du gouvernement. Moi, je ne veux pas rentrer dans des considérations qu'il n'est rien. Non, bah oui, il est chef du gouvernement et il doit faire son travail. Le ministère de l'administration territoriale dérange. Il dérange beaucoup au Cameroun. Et ce n'est pas juste. Il y a eu des ministères, il y a eu des ministres passés. Ce ministère, c'est un ministère qui doit plutôt protéger ceux qui travaillent comme les politiques, comme les sociétés civiles, qui doit avoir, n'est-ce pas, un cadre formel ou informel de dialogue pour qu'ensemble, s'il y a même des velléités de terrorisme et autres, c'est nous qui devons ensemble travailler pour que ça ne se passe pas. Mais ce n'est pas nous à nous invectivant comme terroristes ou bien ceux qui financent le terrorisme en sachant que ce n'est pas vrai. Donc, il met en mal la cohésion sociale, ce ministère, aujourd'hui, depuis au moins 7 ans. C'est ce ministère qui peut vous envoyer en prison sans que cela ne... Et je dis et je demande au chef du gouvernement de stopper ça. Je dis aussi au chef du gouvernement de donner une instruction ferme au ministre de la Justice de dire au ministre, aux magistrats qui sont nommés par le chef de l'État et que le chef de l'État ne leur a jamais demandé de faire pression aux magistrats pour condamner les opposants. Donc, qu'ils prennent leurs responsabilités pour que jamais plus un opposant devant le tribunal militaire, jamais plus la société civile devant la justice, jamais plus les suspensions inacceptables, jamais plus les prélats, jamais plus les journalistes qui sont condamnés. Voilà, moi, mon message, c'est au Premier ministre pour les deux ministères. Oui. Alors, maintenant, pour les Camerounais. Au peuple camerounais, je leur dis, nous sommes un peuple résilient. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons des ressources humaines. Nous pouvons comprendre aujourd'hui la peur et nous pouvons comprendre leur détresse parce que c'est ce qu'ils vivent dans la misère. C'est incroyable. Mais nous voulons leur dire que l'élection présidentielle qui arrive en 2025, nous ne devons pas nous dormir en disant « ouais, on va faire comment ?» Même si on vote, ça va passer. Et nous devons nous mobiliser. C'est la seule arme que le président de la République nous a donnée, parce que lui aussi, il est candidat sortant. Donc, dès que le corps électoral va être, n'est-ce pas, appelé, nous devons nous compter pour dire que un vote en surveillant, un vote en surveille.
Et en disant à ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous amener là où nous, le peuple, ne voulons pas être, nous le faisons pacifiquement, dans la non-violence, mais sereinement. Nous avons aujourd'hui une arme, puisque nous voulons aussi un autre Cameroun. Un autre Cameroun est possible, avec tous les Camerounais. Avec tous les Camerounais. Et il y a des autorités aujourd'hui, même dans le nouveau gouvernement qui viendra après le président Paul Biya, ils seront dans leur fonction. Donc nous devons construire le Cameroun ensemble. Donc peuple camerounais, nous devons nous mobiliser et ne dites pas que nous n'avons pas eu un dernier coup de chance. Nous devons nous mobiliser. Cette élection est l'élection, le sursaut national. Nous devons nous mobiliser. Et nous devons arrêter de nous distraire là où on nous amène dans les divisions de clanistes, ou des clans, ou des ethnies, ou du tribalisme. Ce n'est pas notre combat. Nous n'avons jamais été dans ce combat-là. Habiter en Koleloun, habiter en Koleloun, on est ensemble dans la pauvreté. Habiter à Bonaberi, on est ensemble avec toutes les ethnies dans la pauvreté. Même habiter à Bastos, ceux qui sont riches, ils sont toujours souvent ensemble avec toutes les ethnies. Ne soyez pas distraits avec ce genre de discours. Laissez ces discours à ceux qui veulent nous diviser. Notre objectif premier aujourd'hui, c'est qu'ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous nous mobilisons pour qu'il y ait un sursaut. Et j'en appelle à l'opposition aussi de laisser leur guéguerre. L'heure n'est pas à cela. Ils peuvent, sur un minimum, s'entendre. Je dis bien le minimum. Oui. Le minimum, je ne dis pas le maximum, le minimum pour sauver, n'est-ce pas, le peuple camerounais. Oui. Maximilien Ngombe, nous allons définitivement conclure cette émission, mais juste un dernier point en 30 secondes. Cela signifie que vous croyez dans la possibilité du changement par les urnes au Cameroun. Vous y croyez? Je crois à la capacité des peuples et du peuple camerounais à changer le pays par les urnes. Nous avons, en 92, j'étais jeune. J'étais très jeune. J'ai vu ça de mes propres yeux. L'histoire peut se répéter, mais cette fois, ça doit se répéter avec un peu plus d'expérience. Parce que les expériences du passé, n'est-ce pas, nous permettent de nous améliorer. Je crois fermement. Maximilien Ngombe, merci. C'est moi. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes en court séjour privé pour parler comme quelqu'un au Canada. Oui. Vous retournez bientôt au Cameroun. Oui. Oui. Merci vous repartez sereine, tranquille, calme. Bien entendu. Moi, j'ai toujours été sereine. La sérénité, c'est ça qui fait partie peut-être de ma naïveté. Parce que beaucoup me disent, mais quel que soit ce que tu as dit, tu es toujours là jovial. Mais parce que vous savez, lorsque vous couchez le soir et que vous priez votre Dieu et que vous sachez que tout ce que vous avez fait ça pour les autres, c'est difficile que vous pouvez être secoué parce que c'est normal, hein, c'est la vie, mais rien ne vous fera. En tout cas, je vous souhaite bon retour au Cameroun et toutes nos amitiés à Maître Alice Ngom. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier.
Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.